Ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a des risques d'ordre naturel et des risques d'ordre technologique. Donc là, on va plus spécifiquement discuter des risques naturels, mais il faut savoir aussi que des risques d'ordre technologique, c'est-à-dire des risques d'ordre industriel qui peuvent être liés à des problématiques d'explosion, de diffusion d'éléments chimiques à partir notamment de sites industriels, comme on pense aux grandes plateformes chimiques de Pont-de-Claix ou de Jarry. On a aussi des risques technologiques liés au transport de matières dangereuses par des canalisations. Mais le vrai sujet qui a été quelque part fondateur d'une nouvelle approche des risques sur la métropole, en lien avec le PLUI, c'est tout de même la question des risques naturels et notamment du risque d'inondation. Il faut savoir qu'effectivement la métropole grenobloise, comme d'autres territoires isérois, mais là tout particulièrement par la convergence de l'Isère, de la Romanche et du Drac, est véritablement quelque part un laboratoire d'enjeux par rapport au risque d'inondation. On a des cours d'eau qui ont été endigués progressivement au cours du XVIIIe et XIXe siècle. On a des dernières grandes crues qui datent à peu près du milieu du XIXe siècle. On n'a pas eu de grands épisodes traumatisants par rapport aux populations depuis, mais n'empêche que cette carte vous montre le croisement, l'implication finalement potentielle sur le territoire d'un débordement d'une crue dite centennale. C'est-à-dire que ces taches vertes montrent l'extension maximale du cours d'eau isérois sur la partie nord-est de la métropole, du cours d'eau Drac plutôt sur la partie ouest de la métropole. Et vous voyez le croisement avec les taches urbanisées sur toutes ces zones hachurées violettes, avec donc, on peut dire, des milliers d'hectares qui seraient impactés par une crue centennale. Ça montre bien, finalement, si on applique une doctrine quelque part de la protection stricte de la population, on pourrait se dire que ces territoires devraient être gelés au regard de ce risque de crue centennale. Or, ce sont des espaces cœurs, des espaces centraux pour le développement de la métropole. On voit par exemple que la presqu'île pourrait être entièrement impactée. On ne peut pas figer la presqu'île. Du coup, depuis 2013, la métropole s'est vraiment saisie de cet enjeu et a créé une mission risque et résilience. Résilience pour dire on peut développer autrement, on peut développer le territoire, adapter les formes urbaines, adapter le bâti pour intégrer le risque, c'est-à-dire avoir des bâtiments qui peuvent se rétablir fonctionnellement relativement rapidement après une inondation même de niveau centennal. Un développement qui assure aussi, qui peut même améliorer la vulnérabilité des habitants. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur ces espaces un exemple des zones d'habitation de type habitat individuel, sans étage. Actuellement, les habitants derrière les digues, s'il y a une inondation, n'ont aucun espace de refuge. Donc ils sont très vulnérables. Figer ces espaces, ça signifie aussi figer ces habitants et les laisser dans un risque élevé pour eux, pour leurs enfants. Donc la résilience propose de faire évoluer ces territoires vers des formes urbaines, par exemple de monter à R+1, R+2, de s'élever, de créer des espaces de rez-de-chaussée où l'eau peut s'écouler sans impacter finalement des espaces vitaux pour les habitants. Donc c'est cette dimension. Quand je dis ça, c'est relativement compliqué à mettre en place parce que ça vient bousculer une doctrine État qui est plutôt quelque part de ne pas accroître le risque et de figer le territoire, de ne pas continuer à développer un territoire déjà vulnérable. Or, on vient de comprendre qu'en fait, si, il faut le développer, mais autrement, de façon résiliente. Et puis, on a aussi toute une cartographie d'aléas plus généraux, des aléas aussi qu'on appelle gravitaires, qui incluent les mouvements de terrain, les chutes de blocs. Et on s'est aperçu que sur ce territoire, donc je bascule sur ces cartographies, on avait des secteurs, par exemple comme les secteurs blancs que vous voyez sur cette cartographie, ou même verts sur lesquels les connaissances étaient soit manquantes, soit trop anciennes. Donc il y a eu tout un travail finalement de complément de connaissances. Cette deuxième carte en dessous vous montre tous les efforts réalisés en 2 ans pour cartographier les aléas naturels, les types d'aléas naturels sur toutes ces communes, au-delà du risque d'inondation aussi, et les intégrer dans le PLUI. Donc avec le même défi pour ce qu'on a pu voir sur l'inondation, c'est-à-dire qu'il faut les traduire sans figer le territoire.
donc avec aussi cette notion de résilience. Et donc cette notion de résilience, elle est protéiforme, parce qu'il y a une résilience pour les risques d'inondation. C'est pas la même chose de penser de nouvelles formes urbaines ou un type de bâti quand on est sous une falaise ou dans une zone de glissement de terrain faible. Bien entendu, où on peut quand même imaginer une résilience. On ne pourra pas le faire si on est dans une zone de glissement de terrain important. Ça, de toute façon, là, c'est sûr que ce seront des zones qui seront évitées pour l'urbanisation. Donc cet ensemble de travail sur la résilience, ça a beaucoup mobilisé les services de l'État et les services de la métropole, et avec l'agence en fonction de soutien et d'intégration dans les pièces du PLUI. On a pu aussi réaliser pour ces services État et métropole des analyses sur les densités de population soumises à ces risques, sur le nombre d'emplois présents dans des zones de risque, le nombre d'entreprises. Voilà, on a pu faire des analyses fines finalement sur le vecteur, toute la dimension socio-économique des impacts des risques.